on va parler aujourd'hui de l'espace des modules de surface de translation. Et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder un peu l'exposition qu'il y a dans cette couloir-là. Voilà. Donc, dans cette exposition, il y a une phrase avec laquelle je vais commencer. Et la phrase est la phrase suivante. On dit « Un espace de modules est un espace de forme à une certaine notion d'équivalence près. » Donc, cette phrase nous indique que pour comprendre la notion d'espace des modules de quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre la notion d'équivalence des objets dont on veut former l'espace des modules. Donc, je vais commencer par là. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de mon cours. Et ça, c'est l'espace des modules de surface de translation. Alors, je vais donner d'abord un point de vue géométrique sur la notion d'équivalence. Je vais faire une approche assez soft aujourd'hui de la théorie. Donc, beaucoup de choses seront en prose. Et si vous voulez des précisions, on peut les discuter maintenant ou après. Donc, notion d'équivalence. Géométrique. Donc, on suppose qu'on a, disons, deux surfaces de translation M1 et M2. Et on suppose que MI, elle est donnée par une certaine famille de polygones qui sont collés par des translations. Et je veux dire que ces deux surfaces vont être équivalentes si on peut transformer disons, la famille de polygones, disons ici, je vais noter ça d'abord, c'est mieux si je note ça PJI. Si je peux transformer la famille de polygones PG1 en la famille de polygones PG2 en découpant les longs des segments et en recollant, en utilisant des translations. Donc, laissez-moi d'abord expliquer cette phrase en utilisant un dessin de deux surfaces qui sont équivalentes. On commence avec notre premier exemple qu'on avait, c'était le tore plat. Et maintenant, je vais mettre la même surface, voilà, comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est longueur 1. Les identifications sont les mêmes. Et là, c'est pi sur 4. Ces deux surfaces, a priori, ce sont des polygones différents. Mais je peux passer de cette surface à cette surface, ou disons plutôt, disons de la surface à droite à la surface à gauche, en coupant le long de ce segment vertical que j'appelle S. Et je translate cette partie-là, là. D'accord? C'est ça la notion fondamentale que je veux passer aujourd'hui. Pareil avec mon petit L, que j'avais comme ça. Je peux transformer ça, disons, en appliquant une transformation affine parabolique de cette forme-là. Donc, ça fait un shearing. Donc, j'aurai quelque chose comme ça. Pac, pac. Attendez, passe. Et je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Ces deux surfaces, enfin les identifications c'est par des côtés opposés, c'est deux représentations de la même surface. D'accord? Donc, c'est une notion d'équivalence qui est assez simple à communiquer, mais c'est une notion d'équivalence qui est très difficile à vérifier. Là, c'est facile parce que mes polygones sont simples. Mais si je vous donne deux polygones qui sont hyper compliqués, a priori, je ne sais pas comment donner un algorithme pour vérifier qu'il s'agit de la même surface ou pas. D'accord? Est-ce que la notion d'équivalence est plus ou moins claire? OK, très bien. Bon, ça, c'était du point de vue, disons, géométrique. Du point de vue analytique,
je vous rappelle, on avait le point de vue comme quoi on avait deux surfaces de Riemann x1 et x2 munies de deux formes holomorphes non nulles, et on dirait qu'elles sont équivalentes si et seulement si il existe un biholomorphisme h de x1 à x2, de sorte telle que les tirées en arrière, disons, de oméga 2 soit égal à oméga 1. OK? Voilà. Donc, maintenant, je voudrais quand même parler un peu du formalisme qu'il y a derrière et comment on construit en général un espace de modules. Ça, c'est l'idée de base. Mais le formalisme qu'il y a derrière utilise le point de vue analytique. Donc maintenant, je vais donner, disons, un point de vue général sur comment on fait ça. Donc, je vous rappelle, en général, vous voyez, la chose ici qui n'est pas complètement claire, c'est que, bon, on peut construire un ensemble de classes d'équivalence de surface de translation, mais j'aimerais donner à cet ensemble une structure assez jolie, disons, analytique, pour pouvoir travailler avec et faire de la dynamique avec. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'introduire tous ces points de vue qui utilisent l'espace de Teichmüller, etc. Je ne veux pas faire tout un cours de théorie de Teichmüller, je vous raconte les généralités. Donc, je vous rappelle, on considérait les points de l'espace de Teichmüller comme des surfaces de Riemann marquées. Là, ça, c'était un marquage de la surface X. Et si on prenait phi, un élément du mapping class group de la surface S, on avait défini l'action du mapping class group sur l'espace de marquage comme le marquage qu'on obtient en précomposant avec la classe l'homéo phi moins 1. Pardon? C'est un no, j'imagine. C'est en bas, c'est le pullback. C'est un no. OK, merci. Comme bon dyslexique, je mets toujours les choses à l'envers. Bon, merci pour la correction. OK. Très bien. Donc, maintenant, je veux considérer... donc, ça définit ces classes d'équivalence. Vous vous rappelez, ça définit ce que j'avais appelé l'espace de Teichmüller. Et sur l'espace de Teichmüller, je vais considérer un fibré vectoriel complexe. Donc, je vais le noter par oméga dtg. Ça, c'est justement le fibré vectoriel complexe, où la fibre, disons sur le marquage XF, est oméga x, et ça, c'est juste l'espace vectoriel de oméga. Oméga est en forme holomorphe sur x. Donc, jusqu'au présent, c'est un fibré vectoriel trivial. Mais maintenant, je vais faire un quotient en utilisant l'action du mapping class group. Donc, comment je fais ça? Je peux agir sur la base comme c'est écrit ici. Et vous voyez, l'action, elle ne change pas le x. Donc, j'ai toujours, sur la même orbite du mapping class group, la même structure complexe x. Donc, je peux identifier les fibres sur deux points de l'orbite du mapping class group en utilisant l'identité. Et donc, ça me permet d'écrire la chose suivante. Je vais définir oméga mg. C'est juste cette fibrée vectorielle quotientée par l'action que je viens de faire à l'oral du mapping class group. Et on va appeler ça l'espace des modules des surfaces de translation de genre G. Donc, ça a une projection naturelle sur l'espace de courbe Mg. Et là, je cache qu'il y a quand même des difficultés parce que ce n'est pas vraiment un fibré vectoriel, puisqu'on peut avoir des courbes complexes qui ont des automorphismes. Donc, cet espace, ce n'est pas vraiment une variété, c'est un orbifold. Et donc, ça, ce n'est pas vraiment un fibré vectoriel formellement, c'est un, je sais pas, en français, on appelle ça, je pense, fibré vectoriel orbifoldique, ou voilà. Hein? Fibré vectoriel orbifold. Fibré vectoriel orbifold. Je dirais. Oui.
Mais bon, permettez-moi de cacher ces subtilités sur la moquette. Mais on peut discuter. Hein? Sur les tapis. Sur le tapis. Moquette, c'est quoi? C'est pareil, mais c'est sous le tapis. Sur les tapis. Donc, je vais mettre beaucoup de choses sur les tapis aujourd'hui. Sous les tapis. Sous les tapis. Très bien. Donc, il faut penser à ces points, dans ces points de vue. Un point ici, vous pouvez le penser comme étant une classe d'équivalence d'une surface de Riemann munie d'une forme holomorphe. Enfin, là, il y a des équivalences derrière. Donc, pour vous vendre ce point de vue, il faut que je vous donne des avantages de regarder les choses de ce point de vue. Donc, je vais mentionner quelques avantages de ce point de vue. La première, c'est que l'espace de Teichmüller, en fait, TG, il peut être muni d'une métrique, celle qu'on appelle la métrique de Teichmüller. Je ne vais pas vous définir exactement ce que c'est la métrique de Teichmüller, parce que je voudrais donc parler de fonctions quasi-conformes, etc. Mais on peut le topologiser avec cette métrique. Et vu qu'on a une topologie là, on peut maintenant, avec ça, donner une topologie sur cette image que je mets ici à gauche. Donc, juste pour fixer des idées, ça c'est un théorème. C'est que si vous partez d'une surface fermée de genre G plus grand que 1, ça c'est homéomorphe à R 6G moins 6. Donc, on tombe bien sur un truc de dimension finie. Et je n'ai pas dit ça, mais cet espace vectoriel, ça, oméga x, ça, c'est un fibré. C'est un espace vectoriel, pardon, de dimension complexe égale à G. Donc, ça nous donne beaucoup de la structure pour étudier cet espace des modules. Donc, avec ça, ce n'est pas trop difficile à faire les suivantes affirmations. La première affirmation que je vais faire, c'est que l'espace des modules de surface de translation, OK, j'ai mis ça, je vais utiliser deux notations pour simplifier les choses. Parfois, je dénote oméga mg, parfois, je dénotais oméga g simplement. La dimension de ça, complexe, donc ça va être 3g moins 3. Ça vient du fait que l'espace de Teichmüller, c'est de dimension réelle 6J-6, et après, on a la dimension de la fibre. OK? Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on monte dans les genres, c'est des espaces de plus en plus grands. Et maintenant, je voudrais décomposer cet espace en ce qu'on appelle strates. Donc, c'est quoi l'idée derrière? C'est que les surfaces de translation, je vous rappelle, elles sont de singularité conique, ou de ce point de vue, les formes, elles sont un diviseur de zéro. Et donc, on peut partitionner cet espace-là en utilisant la combinatoire de ces singularités ou de ces zéros. Donc, parlons de ça. Donc, maintenant, on va parler de la stratification de cet espace des modules. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça aussi? C'est parce que, si vous vous rappelez du théorème de Maser, à un moment, il faudra regarder l'action d'un flot géodésique sur cet espace-là. Alors, les orbites de cette action, elles ne vont pas aller partout dans l'espace oméga G. Elles vont être restreintes à des composants, à des strates, en fait. OK. Donc, maintenant, la stratification, elle est assez simple. Je vous rappelle qu'on avait une formule, disons, la dernière fois que je l'ai faite, si M est une surface de translation dans les singularités, ont des angles, disons, 2π fois n
ni plus 1, alors on avait prouvé que la somme de ni est égale à... c'était quoi? Vous vous rappelez? Vous pouvez regarder vos notes. Moi, je l'ai sur ma main. Non, non, non. Non, c'était avec la formule d'Euler. Voilà, voilà, c'était 2G moins 2. 2G moins 2, voilà, très bien. 2G moins 2. 2G moins 2, si je me rappelle bien, oui. Non, puisque je suis en train de sommer de nombres positifs. La caractéristique d'Euler, c'est le moins ça. OK, très bien. Donc, en utilisant cette formule, donc, je peux dire la chose suivante. Je veux définir, disons... Maintenant, je veux me donner... si je me donne, disons, un vecteur de la forme... laissez-moi changer la notation un moment, juste pour suivre mes notes. Mais disons, si je me donne un vecteur alpha qui va de alpha 1 jusqu'à alpha n, où chaque alpha i est un entier, ça c'est un entier, pour l'instant je vais le prendre plus grand que 1, entier positif plus grand que 1, de sorte telle que la somme de ce alpha i soit égale à 2g moins 2. Alors je veux définir dans oméga g, l'ensemble oméga alpha, ça va être les surfaces de translation oméga. Là, je veux réduire la notation pour ne pas toujours écrire x. Je pense seulement à la forme, mais derrière, il y a une surface de Riemann. Et je vais penser aux formes oméga telles que les multiplicités des 0 de oméga est donnée par alpha. Et je fais ça pour vous forcer à sauter entre le point de vue géométrique et le point de vue analytique. Donc on avait dit qu'il y avait une correspondance entre singularité conique et 0 de la forme. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un strat. On va appeler ça oméga alpha. Ça, c'est un strat de surface de translation. Maintenant, dans le théorème de Mazur, on veut faire des affirmations sur la dynamique d'un flot sur une surface de translation. Donc, a priori, si je prends une surface de translation et je la dilate par une certaine constante, la dynamique de ce flot, elle ne va pas changer. Donc, je veux me restreindre à un sous-ensemble d'oméga alpha qui va être H alpha. Et ça, c'est oméga alpha intersecté avec les formes ou les surfaces de translation telles que l'aire d'oméga soit égale à 1. On avait dit qu'on a une forme d'EZ ou une forme de métrique sur les surfaces de translation. Dans le point de vue analytique, l'aire, on peut prouver que c'est donné par I sur 2, l'intégrale sur X, X est la surface de Riemann, de oméga vech oméga conjugué. Mais ce que je suis en train de dire, c'est seulement que je me restreins à des surfaces d'R1. Donc, par exemple, si je pense à mon petit L, je pense que chaque carré a une aire de 1 tiers. D'accord? Et c'est juste pour réduire un peu la dimension des choses. Donc, faisons un exemple de strat. Dans la section d'exercice, on va faire des exos qui sont liés à ce que je vais expliquer maintenant. Donc, je vous pose la question. Si je prends la surface à petit carreau donnée par le L,
C'est une surface de translation. Et je me demande, elle appartient... Bon, je vais penser en fait que ça, c'est un tiers, la longueur de... Non, pas un tiers, qu'est-ce que je raconte? Je pense que c'est de R1. Donc, ça appartient à un certain H alpha. Et je vous pose la question, alpha est égal à quoi? Oui. Je vous donne cette surface de translation où je viens d'identifier les choses comme ça. Cette surface, du point de vue géométrique, a un certain nombre de singularités coniques. Et donc, ça correspond à un certain n dans ma formule ou à un certain alpha si je vous demande les valeurs de alpha. Je pense que l'angle là, c'est 6pi, non? C'est 6pi, voilà. Donc, alpha, c'est 2. Alpha, c'est 2. Très bien. Donc ici, alpha, c'est 2 parce que l'angle ici, on avait fait, c'est 6pi. Ça, on l'avait appelé 7,0 et ça, c'est une singularité d'angle 6pi. Mais vous voyez, si je pense, disons, si je définis H comme étant oméga G intersecté avec la surface de translation telle que l'air, la surface de translation est égale à 1, Hg, disons, alors H2, qui est formé par toutes les surfaces de translation de genre 2, il se décompose en deux strates différents. Les premières, on vient de prouver ici, il n'est pas vide. Et il y a une autre façon d'écrire 2 qui est 1 plus 1. Donc ça, il y a une autre partie. C'est deux angles de... Non, 3pi, ça ne peut pas être possible parce que les angles, c'est toujours des multiples de 2pi. C'est possible dans le monde des différentiels quadratiques, mais pas dans le monde des surfaces de translation. Donc, un des exercices qu'on va faire, c'est juste essayer de construire des exemples de surfaces de translation, parce que, a priori, ce n'est pas évident, si on considère seulement le point de vue géométrique, que ces strates ne sont pas vides. Si vous connaissez un peu de géométrie algébrique, vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est clair qu'ils ne sont pas vides, mais voilà. OK. Donc, un exercice qu'on va essayer de faire, c'est de prouver que ces strates ne sont pas vides en utilisant des surfaces à petit carreau. OK. Je vais faire une remarque qui n'est pas du tout évidente, mais qui est importante. Donc, ici, je vais mettre la remarque. En fait, je devrais en fait mettre ici théorème. Et peut-être je dois mettre le nom de Rossi, peut-être Vich, sans doute Koncevic, Soric. C'est que ces strates ne sont pas nécessairement connexes. Les strates ne sont pas toujours connexes. Le contenu du théorème, il est beaucoup plus précis. On a une compréhension de invariant qui classifie les composants connexes de strates. Et je ne veux pas le mettre dans cette cour, mais on peut décrire, selon ces invariants, quand est-ce qu'un strate n'est pas connexe et décrire, en fonction de ces invariants, quels sont les composants connexes. OK. Donc, finalement, je pourrais peut-être donner, et vous laisser réfléchir à la formule suivante, qui est sur la dimension complexe, disons d'un strate H, où on a alpha 1 jusqu'à alpha n. Ça, c'est 2G plus n moins 1. Je ne vais pas donner des arguments pour ça, je vous laisse réfléchir. Et on peut discuter après. Ce sera au moins des arguments, sauf des comptages de pourquoi ça serait la dimension espérée. Bon.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au... Non? OK. Ici? Non, c'est plus G. La dimension de la base, c'est l'espace de... La base, c'est un quotient de l'espace de Teichmüller par un groupe discret, qui est le mapping class group. Donc, Mg garde la même dimension que l'espace de Teichmüller. Et là, la dimension de l'espace de Teichmüller réel, c'est 6J-6. Complexe, ça serait 3G-3. Et la dimension de la fibre de ça, c'est G. C'est l'espace total du fibré. C'est l'espace total du fibré. C'est la dimension de la base fois la dimension de la fibre. OK? OK. En fait, je voulais poser jusqu'à quelle heure je peux parler aujourd'hui? Midi et quart. OK. Midi 40? Mais on doit manger à midi 30, non? OK, bon. Je vais regarder vos... Si vous avez faim, vous me le dites et j'arrête. Disons midi 25? Midi 25? Oui, 25, ça va. OK. Très bien. Le flot de Teichmüller, il va laisser invariant le strat et il va être ergodique par rapport à la mesure de Macerevich, dont je vais parler bientôt. Donc, la dynamique dans l'espace des modules, en fait, c'est une dynamique qui est restreinte à ces composants connexes. Dans l'énoncé de théorème de Macer, quand j'écris le H, en fait, le H va représenter un des composants connexes de strat. OK? Bon. Maintenant, je veux parler de coordonnées, d'une façon de donner les coordonnées aux strates ou de surface de translation. Et c'est ce qu'on appelle les coordonnées de période. OK. Donc, comme dans la première partie, je vais donner une définition assez soft de ça. La preuve de que ce que je veux définir sont vraiment des coordonnées, ce n'est pas du tout à fait évident. OK? Donc, disons, je me prends oméga, ou disons x oméga, une surface de translation sur un certain strat alpha, et disons tau, une triangulation de, je vais appeler ça M, une triangulation de M, dans un squelette, désolé pour l'orthographe, un squelette est formé par des connexions de sels. Je ne vais pas donner un argument de pourquoi on peut faire toujours ça, mais derrière l'existence d'une telle triangulation est le fait que chaque fois que vous prenez un chemin entre deux singularités dans une surface de translation, il y a dans la classe homotopie de ces chemins un unique représentant géodésique pour la métrique plate. Mais attention, la métrique plate n'est pas complète, donc ces représentants peuvent être une union de connexions de sels. Ça, c'est dans le bouquin de Atreya et Macer. Donc, on peut utiliser ça pour construire une telle triangulation. Et c'est ça l'importance des triangulations dans le un squelette sont des connexions de sels. C'est qu'elles nous permettent de coordonnaliser le strat de la façon suivante. On a ça, et je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Un voisinage de M.
Donc, un voisinage de M est juste, c'est une petite déformation de la triangulation du A squelette, pardon. De tau. Disons, tout en gardant... Qu'est-ce que je veux dire par une petite déformation? Je veux dire, on s'autorise à varier la longueur des arêtes de tau et ses directions, mais on garde la même combinatoire. La même combinatoire de collage, quoi. Donc, si je devais faire un dessin pour le petit L, imaginons que ça, c'est des carrés. Je vais essayer de faire ça de façon droite. Là, elle n'est pas triangulée, ma surface. Donc, je la triangule en utilisant des connexions de sel, comme ça, disons. Et un voisinage de cette surface plate, ça va être juste une petite déformation de ça, comme suit. On peut penser à ça. Alors, comme ça. Ah. Je suis trop proche au tableau. Ah non, je fais ça mauvaisement, comme ça. Donc, c'est ce que je veux dire par un voisinage de cette surface de translation. Ça, c'est la... Oui? Une connexion de sel, merci pour la question, c'est une... dans la surface de translation, j'avais dit, on a la notion du flot de translation, qui est le flot d'un champ de vecteurs constant. On peut penser, disons, dans les plantes, le champ de vecteurs dans une direction constante. Tu fais le tirer en arrière de ce champ de vecteurs sur la surface de translation et tu intègres. Ça te donne des courbes intégrales. Et il y a certaines courbes intégrales qui vont aller d'une singularité à une autre. Donc, dans cette image, une connexion de sel, c'est juste un segment qui va d'une singularité à une autre. C'est ça. Donc, voilà, tout ça, c'est des connexions de sel. Ça aussi, c'est une connexion de sel. Ça, c'est une autre connexion de sel. On a beaucoup de connexions de sel. Et là, tu as respecté le truc de côté opposé, non blonde parallèle. Tout à fait, tout à fait. Merci pour la remarque. La déformation doit respecter ça. Donc, ça, c'est un point de vue, c'est le point de vue géométrique, mais on peut aussi formuler ça en termes de périodes, disons, classiques, en utilisant des bases de l'homologie relative. Donc, un autre point de vue, de façon équivalente, disons, on peut faire la chose suivante. On peut considérer, disons, laisse-moi écrire ça comme ça. Je vais écrire... Là, qu'est-ce que je crée? Je crée, disons, une base de l'homologie de X relative à sigma, où sigma, c'est l'ensemble des singularités de la surface. Et comment est-ce que je peux cardinaliser donc, des surfaces de translation en utilisant cette base de l'homologie? J'intègre. Donc, si j'ai une forme oméga, je lui associe le vecteur qui est donné par l'intégrale sur AI d'oméga et l'intégrale sur CJ d'oméga. Ça me fournit d'un nombre complexe. Et ça, c'est un autre point de vue sur comment on peut cardinaliser l'espace de surface de translation. Donc, les définitions ne sont pas compliquées. C'est ce qui est difficile, c'est de prouver que ça, en fait, c'est de vraies coordonnées. En fait, je dis des mensonges. Elles ne peuvent pas être des coordonnées puisque je suis sur un fibré orbifoldique, orbifold.
il faut passer un revêtement où on casse le point orbifoldique. Là, ça va être de belles coordonnées, mais ce n'est pas non plus évident parce que c'est... Oui. Donc, je ne connais pas des arguments simples pour prouver que ça, c'est des coordonnées. Voilà. Donc, Tu veux dire que ça représente des coordonnées après le revêtement? Voilà. Je voudrais que ça représente des coordonnées, mais bon, pour moi, ce n'est pas évident que d'abord, ça ne dépend pas de la base. Après, si je me prends un voisinage dans le revêtement d'un point, est-ce que cette description me donne vraiment un homomorphisme local? Pourquoi est-ce que ça c'est inversible d'a priori? Voilà. Donc, je peux vous donner des références. Il y a un article de Witsch qui s'appelle « The Teichmüller Geodesic Flow », où il discute le fait que ce sont des coordonnées. Et il y a aussi des notes qui s'appellent « Une introduction à la théorie de Teichmüller », écrite par Forni et Matthäus, où on discute ça aussi. Je peux vous donner après des références sur cette fait-là, plus précises, quoi. OK. Très bien. Parfait. Donc, encore, je veux maintenant essayer de vous convaincre que les coordonnées des périodes sont utiles. Enfin, il y a beaucoup d'arguments pour ça, mais... OK. Une utilité, disons. Utilité de coordonnées de période. Il y a plusieurs, mais je pense qu'une des premières bonnes applications de ces coordonnées de période, c'est que ça nous permet de définir une mesure sur le strate. Donc, elle nous permettait de définir une mesure sur les strates. Donc, c'est quoi l'idée de comment on définit cette mesure? L'idée est simple, c'est que, imaginons qu'on a une carte donnée par des coordonnées de période vers Cn, et qu'on prend un sous-ensemble du domaine de la carte, certains ensembles boréliens. Alors, on peut définir la mesure de cet ensemble, je vais mettre ça entre guillemets, comme étant la mesure de Lebesgue de son image. Là, je mets aussi maintenant beaucoup de choses sur le tapis. Le fait que, bon, je ne vais pas prouver que c'est des coordonnées, ce n'est pas exactement Lebesgue, il faut normaliser, et après il faut voir que ces définitions locales en fait peuvent se pousser à une définition globale. Mais je mentionne quand même un théorème pas trivial dans cette théorie, qui est un théorème de Maser et Witsch. Alors, je vais appeler cette mesure la mesure nu de MV pour Maser-Witsch, et c'est que la mesure de Maser-Witsch de un strat H alpha, elle est finie. Et ça, c'est important parce que ça nous permet maintenant de faire de la dynamique sur les strates. OK? Donc, voilà. Il y a d'autres choses que je voulais dire, mais vu que j'ai 35 minutes, je veux prioriser d'autres choses. L'application 6, c'est juste l'application en haut là-bas. C'est ça. Tu vois la mesure de Lebesgue, il faut normaliser des choses, mais tu vois la mesure de Lebesgue dans des coordonnées, tu la tires en arrière. Mais après, il faut argumenter pourquoi tu peux faire ça
Donc il faut comprendre comment sont les changements des coordonnées, etc. OK. Alors, on est en altitude, donc on fait des économies sur l'air. OK. Très bien. Maintenant, je veux parler de l'action, d'une action très importante, c'est l'action du groupe SL2R sur le strat. On va utiliser, l'énoncé du théorème de Mazur utilise cette action. Donc, l'action de SL2R sur, disons, de ce strat sur HG. La définition elle est assez simple. En fait, si on prend le point de vue géométrique ou le point de vue constructif avec les polygones, laissez-moi définir ça d'abord avec le point de vue de polygone. Donc, si je me prends une matrice dans SL2R et je me prends une surface de translation M donnée par des identifications de polygones PI, alors on va définir A fois M comme étant la surface de translation qui est obtenue par appliquant la matrice A. Enfin, A, c'est une matrice, donc elle agit de façon naturelle sur les plans, de façon affine. Et on l'applique à chaque polygone et on fait les mêmes identifications. Et on peut faire ça parce que si vous avez deux côtés qui sont de la même taille parallèles et vous appliquez une matrice, ça va vers deux côtés de la même taille qui sont encore parallèles. D'accord, donc je vais faire un exemple très simple. Je l'avais fait avant d'abord, d'ailleurs. Donc si j'ai ma surface à 3 carreaux, la L là, et j'applique cette matrice qui respecte la direction horizontale, alors je vais avoir une shearing. Comment on dit shearing en français? Une transvection, merci. C'est une transvection. C'est pareil en espagnol d'ailleurs. Una transvection. Alors la transvection, elle va faire quoi? Je mets comme ça l'ombre de ma surface que j'avais avant. Et je vais mettre dans une autre couleur son image. L'image, ça serait ça. Et j'ai choisi cet exemple aussi A. Parce que il y a quelques minutes, je vous ai dit que cette surface était la même que celle-là. Donc en fait, là, je n'aurai pas le temps de parler, mais là, on voit que les surfaces de translation, cette action, elle peut avoir des points fixes. Oui. Mais est-ce qu'avec cette transformation, on peut avoir de la symétrisation? C'est quoi la symétrisation? On a un domaine qui n'est pas symétrique et on a envie de faire un réarrangement pour que ça soit symétrique, comme par exemple la symétrisation de Steiner. Je ne connais pas la symétrisation de Steiner, mais je pense que dans certains cas, oui, vous pouvez déformer un... Je vous donne un argument. Un argument, peut-être, ça serait de penser à cette déformation-là. Et maintenant, pensons qu'on commence avec la surface qu'on obtient à partir de là, en mettant t égale à 1 sur pi, disons. Donc, ça va me donner une L un peu... qui n'est pas vraiment... Bon, je penserais que ça c'est très symétrique, je la rends symétrique comme ça. Mais en général, ça ne va pas être vrai que je pourrais ramener n'importe quelle surface de genre 2 à un origami. D'accord? Donc je ne sais pas si ça convient à l'idée de symétrisation, mais... oui. En fait ma préoccupation, c'est on a envie de mesurer une quantité. Mm-hmm. On a un instrument de mesure, en fait, on a une mesure, on intègre,
Et en fait, dans un domaine bien déterminé, on ne sait pas faire les calculs. Et en fait, on essaye de faire une symétrisation pour avoir un certain nombre de propriétés et pour pouvoir comparer des quantités, quoi. Donc, dans ce sens-là, j'ai tendance à dire non, on ne pourrait pas toujours symétriser. C'est ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser une famille de déformations qui me permet d'aller partout dans l'espace, dans les strates. Donc, ce n'est pas exactement me ramener tout le temps dans un même domaine. Bon, dans un certain sens, oui, mais ce n'est pas une forme symétrique que je vais obtenir. Donc, merci pour la question parce que ça me permet d'introduire la notation du théorème de Mazur. C'est, je vais utiliser un A aussi, mais un A dans notre couleur. Ça, c'est le groupe qu'on a déjà vu, le groupe diagonal. Et ça c'est le sous-groupe de SL de R qui va m'intéresser pour le théorème de Mazur. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous qu'est-ce que fait ce groupe sur une surface de translation. Elle va contracter la direction horizontale. Elle va... C'est ça. Donc, je ne fais pas les dessins. Je pense que vos imaginations sont beaucoup plus fortes que ma capacité de dessiner. Ça va contracter ça et après l'étendre. Il faut que vous gardez ça bien dans la tête parce que c'est fondamental pour la preuve du théorème de Mazur. OK? Et j'espère que c'est aussi clair que si je déforme avec un T assez grand cette surface, je ne tombe pas sur la même surface. Ce n'est pas comme ici. C'est une vraie action, cette groupe. OK. Alors, cette action, elle a été étudiée beaucoup. Et je ne peux pas m'empêcher de... vu qu'on est ici, vu qu'on a l'exposition ici juste à côté, de mentionner de très loin le travaux de Eskin et Mirzahani. Donc, je ne veux pas les écrire, je veux seulement le faire à l'oral. Vous voyez, on a une action d'un groupe linéaire sur un espace de modules, un espace de modules de translation. Donc, question naturelle en dynamique, c'est d'étudier les structures de la clôture des orbites. Donc, les travaux de plusieurs personnes, je vais mettre l'accent sur Eskin Mirzahani et Eskin Mohammadi Mirzahani, c'est d'écrire les structures de clôture des orbites des SL de R sur les strates. OK? Je pourrais faire un énoncé précis, mais laissez-moi dire la chose suivante, c'est que ces orbites, dans les coordonnées période, localement, ont une structure affine. Et par affine, ça veut dire qu'elles sont données dans des coordonnées période par des équations linéaires à coefficients réels. Les adhérences d'orbite. Désolé, les adhérences d'orbite. Donc ça, c'est une chose, mais la vraie question après, c'est, bon, ça, c'est les structures des orbites. La question qui reste à résoudre, c'est, mais bon, qu'est-ce que peut apparaître comme clôture des orbites? On comprend dans certains cas, des cas de petits genres, tout ce qui peut arriver, notamment en genre 2, mais à partir de genre 3, on n'a pas encore une vraie description de tout le type de orbite qui peut apparaître. Un cas qui est très, très, très intéressant, c'est le cas des surfaces à petits carreaux, parce que là, on peut prouver que les stabilisateurs d'une telle surface, c'est un sous-groupe indéfini du groupe SL de Z. Donc, les quotients l'orbite, en plus, l'orbite va être fermée et ça peut être identifié avec SL de R modulo cette sous-groupe indéfini de SL de Z. Et en plus, on prend quotienté par les groupes de rotation, donc on tombe sur ce qu'on appelle une courbe de Teichmüller. Pas au niveau de l'espace de l'estrade, mais au niveau de l'espace des modules. Donc, ce que je veux dire, c'est les surfaces à petits carreaux jouent un rôle distingué dans cette classification de clôture des orbites. Mais bon, je n'ai pas le temps pour vous faire tout ça. Il me reste 25 minutes. Et il me faut encore faire la théorie de la dynamique.
Donc on passe à faire la dynamique et un peu de théorie ergodique en 25 minutes. Je vous promets de ne pas être trop violent. OK. Bon, maintenant, je veux revenir. Maintenant, on va parler du flot de translation. On oublie l'espace, enfin, on n'oublie pas, mais on met à côté l'espace de modules de surface de translation, l'action de SL2R et les coordonnées de période. Et on va parler maintenant, la partie 3 de mon cours, c'est la propriété dynamique du flot de translation. Je devrais dire de flot de translation. Et pour l'instant, je choisis seulement de vous donner une description de la dynamique topologique. Je vous rappelle, dès qu'on a une surface de translation comme ça, et on se fixe une direction θ, disons comme ça, on peut regarder le flot géodésique sur la surface qui consiste à prendre le point et le laisser bouger en ligne droite. Donc ce point, presque tout le temps, il va pouvoir bouger sans constante parce qu'on a dit la seule constante qu'on peut avoir pour continuer le mouvement, c'est de rencontrer une singularité. Mais on a un nombre fini de singularités, donc ce n'est pas vraiment un flot, mais c'est presque un flot, vu que l'ensemble de points pour lesquels il n'est pas défini pour tout le temps, c'est des mesures nulles. Okay, donc on ferme les yeux un peu, on pense que c'est un flot. Là, on a des trajectoires pour lesquelles le flot n'est pas défini pour tout le temps. Donc, je vais appeler les flots de translation phi t θ. Ça, c'est le flot de translation sur une surface de translation M. Et je vais faire une convention. Donc, et la convention, c'est qu'on va étudier qu'une seule direction, c'est la direction verticale. Alors, pourquoi? C'est parce que pour n'importe quelle direction que je me donne comme ça, alors cette flot, le flot dans la direction θ, disons, ça c'est le flot, disons, dans M, et le flot vertical dans la surface M, mais que je rotais par un angle pi sur 2 moins θ. Donc, je n'écris pas ici une matrice en SL2R, mais vous prenez la matrice de rotation qui correspond à ça. Donc, si j'ai un flot en une certaine direction, disons cela, ça va être le flot vertical de la surface formée par les L que je rote pour faire que ça soit vraiment la direction verticale. C'est comme ces deux surfaces. On peut avoir un flot qui va dans ce sens. Et dans l'autre, c'est vertical. Parce que par exemple. Ouais. Donc, avec cette convention, c'est ce que je voulais dire, c'est que on va considérer, donc, dorénavant, on considère phi t, et ça va être la convention que ça c'est le flot dans la direction pi sur 2. Donc quand je note phi t, il faut penser qu'on est dans la direction verticale. C'est qu'une convention. On aurait pu choisir la direction horizontale ou n'importe quelle autre. OK. Très bien. Donc maintenant, laissez-moi parler de... je vais faire la chose suivante. Je vais vous dire un peu là où est-ce qu'on va. Je voudrais un peu décrire, quand on a un flot sur une surface ou sur n'importe quoi, on voudrait décrire un peu les ensembles fermés invariants de cette flot. Donc on a une compréhension de ces ensembles fermés pour les cas des surfaces de translation compactes. Et grosso modo, il y a deux cas, c'est les domaines où le flot il est minimal, ou c'est ce qu'on appelle des cylindres.
Donc je vais introduire la notion de domaine minimal, la notion de cylindre, et après je vous fais créer le théorème qui dit que c'est tout, ce qui peut arriver. OK, donc maintenant, qu'est-ce que c'est un domaine minimal? Un domaine minimal. Pardon, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un flot minimal? Non, merci. Ça va être un flot pour lequel l'orbite, pour tout point, l'orbite du point est dense dans l'espace. Par exemple, dans les tores que je donnais, les tores plats, je donnais le théorème de Weyl, les flots dans les directions de pente irrationnelle, ça va être des flots minimales. Ça, c'est un exemple. Et je vais faire après, je vais laisser un exemple un peu plus compliqué dans les exercices que je vais bientôt décrire. Par exemple, irrationnel, il y a une question de densité ou... Oui, le flot est le minimal. Chaque point va avoir une orbite dense. Mais on peut faire des affirmations plus fortes. J'avais dit que toute orbite, c'est qui distribue. C'est qui distribue. Donc, c'est équidistribué. Voilà, et équidistribué. Mais OK. Bon, très bien. Donc, c'est quoi un domaine minimal? Bon, ça, c'est un sous-ensemble de M ouverte de sorte telle que... bon, c'est un domaine là qui est invariant par les flots et on a la propriété suivante, c'est que pour toute P dans D, si je prends l'orbite de P, et là, je ne le prends pas dans tout T, mais je le prends dans le domaine maximal de définition, c'est un intervalle Imax, ça, c'est dense dans D. Donc ça, c'est... je vais mettre là comme ça. Et l'autre type de domaine, c'est les cylindres. Alors, c'est quoi un cylindre? Ça va être aussi un sous-ensemble de M. Et je vous fais un dessin. Un cylindre pour le flot vertical, c'est juste un sous-domaine de la surface de translation M qui est de cette forme-là. Vous prenez un rectangle, vous enlevez les côtés horizontaux et vous identifiez les côtés opposés par une translation. Vous voyez, ça c'est vrai, c'est bien un cylindre. OK? Donc, maintenant, laissez-moi vous donner quand même un exercice que je trouve assez intéressant pour essayer de comprendre ce que peut arriver. Donc, je vais vous faire un dessin. Le dessin il est le suivant. Je prends M. Je vais me prendre deux carreaux. Un carreau comme ça. Un comme ça. J'identifie des côtés opposés en utilisant des translations. Donc, jusque-là, pardon. Je veux utiliser là, non. J'identifie celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, c'est deux opposés. Donc j'ai un tore là et là un cylindre. Maintenant, je veux, avec ces deux carrés, faire une construction de slits, c'est-à-dire je prends deux segments parallèles de la même taille. Je pense qu'ils vont juste au milieu. Ici, ils ne vont pas juste au milieu, mais ils sont sur les points au milieu du côté horizontal. Je les colle en utilisant la construction slit que je décrite avant. Donc ça me fait que ces deux copies sont connectées. Et maintenant, je vais faire une identification sur le côté horizontal de cette carré à gauche. Ça ne veut pas être des identifications par des translations, mais je vais faire la chose suivante. Je vais mettre là un sous-segment de taille A, et là, je vais le mettre par là. Donc, j'identifie A avec A, et après B avec B.
voyez, je partitionne les segments ici en deux morceaux, A et B. Et là, je mets A ici, je mets B là. D'accord? Maintenant, l'exercice qu'on va discuter plus tard, c'est, j'ai le choix de choisir le rapport entre A et B. Et en fonction de ces rapports, la dynamique du flot vertical, elle va changer. Donc, l'exercice qu'on va essayer de faire, c'est de décrire les domaines minimales et les cylindres qui apparaissent en fonction du rapport entre A et B. C'est un peu clair, c'est l'exercice que je viens de décrire? Si, presque. Presque. Dites-moi, les deux côtés là, par exemple, dans le premier carré, vous avez identifié les deux arcs verticales. Oui. Dans le second carré, vous avez identifié les deux arcs verticales. Donc, l'arc vertical du premier et l'arc vertical du second, est-ce qu'ils ont un rapport en termes de longueur ou des choses comme ça, ou a priori, ils sont tels que... Elles sont la même longueur? Et l'autre là, voilà. Est-ce que c'est le même? C'est le même. C'est le même. Donc, il faut utiliser le même code. Parce que quand vous le pliez, s'ils ne sont pas de la même longueur, ça fait des nœuds et des trous. Donc là, c'est la même longueur. C'est la même longueur et aussi ces deux sont de la même longueur. D'accord. Donc ici, c'est tout droit, là-bas, c'est... Voilà. Donc, c'est la même longueur. C'est la même longueur. Voilà. Donc, faisons un exercice d'imagination simple. C'est, imaginons maintenant que A, c'est de la même taille que B. Donc, ça veut dire que A, elle serait pile au milieu. Et donc, imaginons que ce se passe avec la dynamique d'un flot vertical. Donc, je vais faire ça comme ça. Les cas particuliers, c'est quand A est le pile au milieu. Et donc, si je suis un point ici et je suis la direction verticale, je me retrouve là, je me retrouve là. Ça se ferme. Après deux tours. Après deux tours. Comment tu reviens là? Tu pars de B, tu vas dans A. Donc a priori, tu es là-bas, tu es là. Voilà. Mais l'autre B là, comment tu fais pour fermer? C'est un cylindre. Par identification. Par identification, c'est ça. D'accord. Mais ça, c'est parce que je mis que A et B... Le segment qui est au milieu là, donc c'est une fente qu'on enlève de tout l'espace ou bien lui, il reste, il ne bouge pas? Il ne bouge pas. Lui, il est là. Un point qui est là, il n'a pas le choix, il va dans une singularité. Voilà, il est stable par là. Et là, j'aurai un autre point, et là... D'accord? Okay. Mais c'est le cas que ces deux côtés sont de la même longueur. Maintenant, si je me dis, par exemple, que A, c'est B divisé par 2, donc ça donnerait une autre chose. C'est un autre type de cylindre. Mais il se pourrait aussi que A divisé par B soit de la forme, je ne sais pas, 1 sur pi. Donc A il est plus petit que B, mais le rapport, il n'est pas rationnel. Ça commence à poser problème, c'est comme les nombres de rotation. Là. Ah, ouais. Faites pas tout l'exercice en voix haute, parce que sinon... Ah, d'accord, pardon. Excusez-moi, je ne savais pas s'il va de là-bas où on allait. Non, mais vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Le mot rotation, c'est le... Très bien. Donc, il me reste 10 minutes. Je voulais faire la théorie ergodique, mais on fera ça vendredi. Laissez-moi finir un peu avec la description de l'image de la dynamique topologique. C'est pas comme la définition de cylindre. Ça doit être invariant par le flot, c'est ça? C'est pas nécessairement. Enfin, le cylindre, il a le droit d'exister indépendamment de flot. Donc là, vous voyez, là j'ai un cylindre, j'ai des cylindres dans cette surface. Je croyais qu'il y avait la dynamique. Non. C'est un sous-surface. Voilà. Mais parfois, les flots, ils laissent un variant de cylindre. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce que je veux dire maintenant? Deux propositions. En proposition, un théorème. Donc, proposition, je vous conseille de regarder ça. C'est la proposition 2, 4, 5 dans le livre de Atreya Meisser qu'on suit. Et c'est que
toute orbite fermée du flot φt est contenue dans son cylindre maximal C et le bord de ce cylindre est une union de connexion de sel. Juste comme dans mon dessin, dans ce dessin-là, disons si je me prends ce point ici et je regarde la direction verticale, ça se ferme, mais ça habite dans un cylindre qui est le cylindre formé par 7 carré C1 et 7 carré C2. Là, j'ai un cylindre. Ce cylindre, en tant que domaine, je ne peux pas l'étendre au-delà de ces 3 connexions de sel. Okay? Et ça, c'est un phénomène qui passe... On n'a pas, dans la dynamique du flot de translation, on n'a pas des orbites périodiques isolées. Elles viennent toujours en des paquets qui forment des cylindres maximales dont les bords sont des connexions de sel. Excusez-moi, là, c'est comme un point sel. C'est le même mot, oui. C'est le même mot, mais l'idée est différente puisque là, c'est plat. Il n'y a pas de la courbure. D'abord, je ne sais pas pourquoi on utilise cette nomenclature, mais... C'est bien SE2LES. Je pense oui. Oui. OK, très bien. Donc maintenant, théorème. Et là, je devrais peut-être mettre le nom de Keene. Et peut-être Meiser. Et je suis désolé si j'oublie des noms importants. Le théorème, c'est un théorème de structure de la décomposition d'une surface de translation par rapport à un flot de translation. Donc, il dit la chose suivante. Pour toute direction que je me donne, phi theta, le flot dans cette direction décompose la surface M en un nombre fini de domaine minimal et cylindre. En plus, on peut dire une chose plus forte, c'est que l'ensemble des directions telles que il existe un cylindre invariant par θ, par le flot phi t θ, cet ensemble est dénombrable et infini dénombrable et en plus dense dans le cercle. Dans l'intervalle 0,2. Voilà. Donc, j'ai encore 5 minutes, non? OK. Donc, je vais utiliser mes 5 minutes. 6. Bon, parfait. OK. Donc, je vais utiliser mes dernières minutes pour dire quelque chose sur la topologie de strates. Donc, je vais prouver cette proposition. Et la proposition dit que les composantes connexes de strates ne sont pas compactes. En fait, les strates ne sont jamais de variété compacte.
Donc, je vais donner un argument de pourquoi ça c'est le cas en utilisant ce que j'ai introduit aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que pour le théorème de Masur, si vous vous rappelez, il y a l'hypothèse que l'orbite par les flots géodésiques ne soit pas divergente. Donc, il me faut un morceau de l'infini pour que ça ait du sens, quoi. Donc, c'est quoi l'idée de la preuve? L'idée de la preuve, c'est d'introduire une fonction que je vais appeler, en anglais, c'est SSC, pour Shortest Subtle Connection. Bon, je vais l'appeler en anglais SSC. Donc, ça, c'est une fonction qu'en surface de translation lui associe le minimum de la longueur d'une connexion de sel. Par exemple, dans les L, ça va être 1. D'accord? Et c'est toujours un minimum. Donc, ça, c'est une fonction qui est définie SSC, disons dans certains C composants connexes dans strate H-alpha à valeur dans les réels positifs. Et un exo qu'on va essayer de faire pendant la session d'exercice, c'est de montrer que cette fonction, au moins c'est une fonction SCC, et je veux dire pour l'instant, il me suffit que ça soit continu si on la regarde dans des coordonnées de période. Et ce n'est pas difficile à se convaincre si on prend le point de vue de strates de surface de translation, comme c'est ce que je dis au début de cette séance, c'est qu'un voisinage d'une surface de translation donnée par des polygones, c'est une petite déformation des polygones. Donc, si j'ai une surface de translation qui a une connexion de sel une certaine longueur, je la perturbe un peu, ça ne doit pas changer. Ça doit changer de façon variée, de façon continue. Mais on peut prouver encore des choses un peu plus fortes que j'aimerais qu'on discute. OK, très bien. Maintenant, on a presque gagné. Je finis la preuve ici. OK. Donc, preuve. Ah, on est encore dans la preuve. Donc, on a là la fonction SSCM. Et maintenant, je veux donner une preuve par contradiction. Non, ce n'est pas par contradiction. Je vais faire la chose suivante. Par l'absurde. On dit ça comme ça. On peut par l'absurde. Écoutez, je suis un peu jet-lagué, je n'ai pas trop dormi et j'ai faim, donc je vais faire un truc, après vous me dites qu'est-ce que je fais, OK? Donc l'idée, elle est assez simple. Disons que je prends M, une surface de translation dans les strates, dans la composante connexe C. J'utilise en fait qui n'est pas difficile à croire, c'est que au moins les strates, il doit être invariant par l'action de SL de R. On ne change pas la combinatoire de 0 en appliquant une matrice. On peut après faire un peu de la recherche dans la littérature pour voir que si les composants connexes vont être invariants par l'action de SL de R. Maintenant, si je me donne une surface dans un composant connexe, je peux regarder si gamma est dans M une connexion de sel. Je peux lui associer un certain vecteur. Donc, c'est quoi le vecteur? C'est le vecteur qui est donné par l'intégration de la forme oméga le long de la connexion de sel, gamma. Du point de vue de polygone, c'est évident que c'est le vecteur. En fait, c'est défini à multiplication par moins 100 près. C'est juste le vecteur qui revient à choisir un des extrémités comme l'origine dans les plans. D'accord? Normalement, l'application, c'est le contraire. C'est l'intégration de On est mal barré. Je passe encore donné. Voilà. Donc,
on appelle ça R fois EIθ. Juste pour dire qu'une connexion de sel, on peut lui associer un vecteur dans les plans. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je considère la chose suivante. GT appliqué à la surface de translation et, est-ce que je fais la chose bien? Je veux dire, peut-être c'est ça, et moins θ fois m. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La connexion de sel que j'ai, disons, j'ai une connexion de sel qui réalise la valeur de cette fonction shortest arrow connection. Et je fais la rotation de cette surface de translation de sorte telle que cette connexion de sel de longueur minimale soit dans la direction horizontale. Et maintenant, je la frappe avec le flot Teichmüller qui contracte ça. Donc, vous allez me dire, si vous savez un vecteur horizontal et vous le frappez avec cette matrice-là, elle contracte avec la direction horizontale, donc ça veut dire que la longueur minimale, elle tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Donc vu que si on croit que la fonction elle est continue, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas arriver. Enfin, les raisonnements, maintenant je comprends ce que je veux dire. Les raisonnements, si le strat était compact, alors on aurait une contradiction. OK? Raisonnement par l'absurde. Merci. Donc, ça donne une contradiction si C était compact. Et je pense qu'on a tous faim et je m'arrête ici. Merci.